11h, sentez-vous bien avec Cathy Mills. Bonjour à tous, nous ouvrons notre magazine de santé en direct comme tous les samedis et c'est avec des statistiques chocs que nous allons ouvrir cette édition qui est essentiellement portée sur la maltraitance. Selon l'Organisation mondiale de la santé, en l'an 2000, il y a eu chez les enfants de moins de 15 ans 57 000 décès attribués à un homicide et environ une personne âgée sur 6 a été victime de maltraitance dans son environnement au cours de l'année dernière. La maltraitance est un phénomène qui peut porter atteinte à la santé physique et même mentale des victimes. Parler de ce sujet, nous en sortirons plus édifiés grâce à nos invités. On va prendre déjà Madame Abanga Marie qui est psychothérapeute. Bonjour et bienvenue Madame Abanga. Bonjour Cathy, merci beaucoup de m'avoir invitée. Je suis très contente, c'est la première fois d'entrer dans vos très jolis studios. Merci beaucoup Madame Abanga. Avec vous on parlera donc de maltraitance. Nous aurons également dans cette émission la présence de Karine Mouchwingham qui est en route. Elle est promotrice de Save a Child Cameroun. Elle nous fera honneur tout à l'heure puisqu'elle nous a dit qu'elle est déjà en train d'arriver. Karine a été maltraitée dans son enfance. Elle nous fera le témoignage dans cette émission. Nous aurons aussi un autre témoignage de la part d'une auditrice qui a sollicité parler dans l'anonymat. Donc elle reviendra sur les moments douloureux de son enfance. Mais avant, on va prendre le reportage par la voix de Franck-Olivier Malelel. Les victimes de la maltraitance se recrutent par milliers et ce dans toutes les tranches d'âge. Malheureusement, bon nombre restent silencieux et drainent les séquelles tout au long de leur vie. Définie comme toute forme de violence, d'atteinte ou de brutalité physique et mentale, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d'exploitation, y compris la violence sexuelle, la maltraitance peut avoir des conséquences à court, à moyen et à long terme sur celui qui en a été victime. Que ce soit sur le plan socio-affectif, comportemental, cognitif et même neurologique. Ce fléau est d'autant plus critique lorsqu'il s'agit des enfants qui sont encore en pleine croissance et développement de leur personnalité. Par ailleurs, la maltraitance des enfants est un problème qui touche le monde entier. Elle prend toute une série de formes dans chaque pays, qu'il soit riche ou pauvre, et elle est profondément enracinée dans les habitudes culturelles, économiques et sociales. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on peut estimer qu'en l'an 2000, il y a eu chez les enfants de moins de 15 ans 57 000 décès attribués à un homicide. Dans une enquête menée par les enfants égyptiens, 37% ont dit avoir été battus ou attachés par leurs parents et 26% ont signalé avoir présenté des lésions telles que des fractures, des pertes de connaissance ou avoir gardé comme séquelle un handicap permanent. Chez les écoliers éthiopiens, 21% en zone urbaine et 84% en zone rurale ont déclaré avoir présenté des hématomes ou des enflures à la suite d'un châtiment parental. Les seuls pays qui jusqu'à présent ont interdit tout châtiment violent des enfants figurent au nombre des pays riches du monde industrialisé. Toutefois, dans certains pays les plus pauvres du monde, y compris récemment en Afrique du Sud, en Namibie, en Zambie et au Zimbabwe, des cours suprêmes ou des instances institutionnelles ont posé de sérieux jalons, s'appuyant sur les droits de l'homme pour condamner les punitions corporelles infligées aux enfants. Il urge donc de mettre plusieurs mécanismes sur pied afin de faire face à cette pratique inhumaine, que ce soit sur les femmes, les hommes, les personnes âgées et surtout les enfants. Ces enfants qui sont à risque d'une grande variété de problèmes liés à la santé mentale, y compris la dépression, l'anxiété, l'abus de substances, la criminalité et d'autres formes de comportements affectifs mal régulés.
Merci beaucoup Franck-Olivier Malélel pour toutes ces informations qu'on vient justement de recevoir de ta part. Je voulais annoncer à l'entame de cette émission Karine Mouchingam est donc déjà là. Bonjour Karine. Bonjour Cathy, bonjour Franck, bonjour Marie. Bonjour. Voilà, justement Karine a été maltraitée dans son enfance. On aura donc l'occasion de l'écouter tout au long de l'émission. Mais d'abord, on va rappeler à tous nos auditeurs que si à un moment donné vous avez une question à poser soit à notre psychothérapeute, soit à Karine, n'hésitez pas. Nous répondons au 699 19 11 62. Aujourd'hui, dans votre magazine santé, nous parlons donc des effets de la maltraitance sur la santé des victimes. Alors, nous avons donc un studio, nous l'avons dit, elle est là, elle est toujours avec nous, Madame Abanga Marie. Madame Abanga Marie qui est psychothérapeute. Et si on commençait déjà par définir ce que c'est que la maltraitance, c'est quoi la maltraitance, Madame Abanga? La maltraitance pour moi, c'est quand on ne traite pas comme il le faut. Vous voyez, il y a mal et il y a traitance. Donc, si on traite bien, il n'y a pas de souci. Mais si on ne traite pas comme il le faut, maintenant, comment il faut traiter? Il y a les lois, il y a les normes, mais il y a aussi la morale. Quand nous allons, par exemple, même de la Bible, ne faites pas à l'autre ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. C'est pas parce que c'est un enfant que vous devez traiter l'enfant n'importe comment. Et moi, je pense qu'on peut s'arrêter à ce niveau-là. Et avec les témoignages et avec les causeries, on va s'en rendre compte que ça part de la base de cette idée que puisque j'ai accouché cet enfant ou puisque c'est un enfant, je peux traiter cet enfant comme je veux. Et ça donne tous les résultats, donc on va déplorer tout à l'heure. Mais Madame Abanga, il y a quand même, il n'y a pas que les enfants qui sont maltraités, il y a également les femmes, les hommes, les personnes du troisième âge. Par rapport à ces couches parfois qui sont entre guillemets vulnérables, comment on peut reconnaître les différentes formes de maltraitance? Ok, bon, je me suis attardée sur les enfants puisque c'est une émission, on parlait des enfants, je pense. Mais quand tous ces couches vulnérables, quand on les traite avec négligence, quand on les traite même avec l'envie de leur faire du mal, il y a des gens qui traitent les gens avec cette intention de leur faire du mal. Ou bien ils s'en foutent. On fait n'importe comment parce qu'on veut vivre, on veut continuer quoi. Et on peut reconnaître ça. Et quand on n'a aucune crainte, ni de la loi, ni de Dieu, on se dit on est au-dessus de tout. Oui, moi je pense dans ces trois circonstances-là, on peut vraiment voir qu'il y a maltraitance et qu'il y a lieu d'agir. D'accord. Il y a lieu d'agir. Tout à l'heure, j'ai omis de pour éclaircir la lanterne, éclairer la lanterne des auditeurs. Dites-nous, vous êtes psychothérapeute. Qui est censé consulter un psychothérapeute? Tout le monde qui a un souci, tout le monde qui a un problème. Et surtout quand ce problème-là commence déjà à vous affecter psychologiquement et vous pensez que vous ne pouvez pas, et souvent même avant de penser même que vous ne pouvez plus le résoudre vous-même, c'est vraiment une bonne chose. C'est parce que c'est pas une pratique courante chez nous, donc bon, les gens hésitent et les gens préfèrent même appeler ça avec les noms un peu plus facile, de psychologue, conseiller, vous voyez un peu, oui. D'accord. Alors, je vous l'ai dit, Karine Mouchingam est également avec nous. Karine, avec vous, on va entrer un tout petit peu. Elle veut que je tutoie. Bon, on reste alors dans l'ambiance familiale. Avec toi, on va retourner dans ton enfance pour essayer de voir ce qui s'est passé. Est-ce que d'entrée de jeu, tu as eu une enfance facile? Bonjour aux auditeurs, bonjour Cathy, bonjour. L'enfance n'a pas été facile et je voudrais dire que ce n'était pas mes propres parents, c'est-à-dire celle qui m'a donné naissance. Lors d'une émission ici, j'ai eu à vous dire que les maltraitances peuvent être faites par des personnes
proche, pas forcément des parents, un tuteur, n'est-ce pas, une personne à qui vous avez confié votre enfant. Et c'était le cas pour moi parce que j'ai été confiée après le divorce de ma maman. Elle s'est vue forcée de me laisser, n'est-ce pas, sous la garde de mon papa qui avec une autre épouse, et d'où la maltraitance. Donc j'ai connu des moments difficiles. Il a aussi... Vous aviez tu avais quel âge à l'époque? Oh, quand elle divorçait, j'avais 3 ans. D'accord. Quand elle me laissait. Donc, elle m'a laissé de gré parce que mon papa avait les moyens, n'est-ce pas, de faire tout ce qu'il voulait au niveau de la loi pour qu'elle ne puisse pas me garder. Donc, elle a dû partir juste avec ma petite sœur qui avait 6 mois à l'époque. Donc à la maison, dès cet âge-là, j'ai commencé à subir beaucoup de maltraitance de la part de mes aînés qui étaient les enfants de l'autre épouse et de la part de l'épouse. Les maltraitances corporelles où on te laissait par ce temps de froid, par exemple, qu'il y a dehors, on te laisse en vêtements juste avec un slip. Les maltraitances psychologiques parce qu'on m'avait mis dans une chambre avec un enfant mongol. Et pour moi, c'était traumatisant. Même après être mariée, je ne supportais pas de dormir sans électricité. Oui. Donc, ce n'était pas du tout évident pour moi. Et je ne suis pas seulement restée au niveau de mon papa. Il a dû m'envoyer encore toujours pour fuir ma maman qui faisait des efforts pour me reprendre. Parce qu'elle avait écho de ce que je subissais. Donc, il m'a déplacée pour me mettre dans sa famille un peu éloignée. Et là, ça a recommencé avec des punitions sévères, te mettre sur du gravier jusqu'aux heures tardives, hein, et faire des plus grosses corvées, c'est-à-dire une enfant de 5 ans qui doit être dehors à minuit passé. Voilà, elles font en larmes et c'est pas toujours évident de se plonger dans son enfance. Ce sont des moments douloureux. Mais Karine, rassure-toi, c'est pas une fatalité parce qu'aujourd'hui, tu es une femme forte. Tu es aujourd'hui la voix de ceux qui sont passés par là. Tu vas reprendre tes esprits. C'est vrai que c'est pas facile. On va pas t'attrister, mais c'est toujours important d'en parler pour pouvoir permettre à ceux qui sont dans la même situation de savoir également comment tu as fait pour remonter la pente, parce qu'aujourd'hui quand on te voit, tu as réussi dans ta vie, mais ça n'a pas été facile. Tu vas reprendre tes esprits. Sorry okay. Si tu pleures. Non, c'est bon. Si tu es ému, c'est normal. C'est toujours avec beaucoup d'émotions, même quand on arrivait de passer de l'autre côté, c'est toujours difficile, vous savez. Mais je vais dire que l'amour des gens qui nous entourent, c'est très important. Surtout quand je suis revenue auprès de ma maman. Et si on commençait, quand il t'a envoyé... Ah, là, c'était chez un cousin. Je ne me rappelle même plus des noms de ces personnes-là. Mais je sais que c'était dans une ville Tchombe, Penjapala. Ouais. Et il y avait beaucoup de graviers. On fait beaucoup de graviers par là. Et les punitions, c'était de rester très tard à laver tout ce qu'il fallait laver dans la maison et pas dans une position assise. C'est-à-dire, tu te mets sur du gravier et tu te mets accoudé sur du gravier. Voilà, et tu nettoies. Donc, c'était une période aussi très, 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 très difficile avec le manque même de manger. Parce qu'on te donnait juste des restes et des fois des restes fades. C'est-à-dire ce qu'on a abandonné et là, le lendemain, on te sert ça. Ou bien, on a remarqué que c'était abîmé, donc toi, tu peux manger. Il n'y avait que des voisines, je me rappelle vraiment des moments comme ça. Il y avait des voisines vraiment très sympas. Il y avait une jeune dame qui venait de se marier, c'était une dame musulmane. Je me rappelle de son souvenir et qui chaque fois m'appelait pour me donner à manger. Il faut dire que malgré tous ces moments vraiment difficiles, le Seigneur a toujours permis qu'il y ait humain. Et c'est pourquoi nous parlons aujourd'hui, pour qu'il y ait toujours humain. Si vous voyez un enfant à côté de vous, parce que malheureusement, il y a tellement de mal que les gens ont perdu cette sensibilité, n'est-ce pas, et cette humanité à secourir. Parce qu'il y a tellement de choses qui se disent, tellement de choses qu'on vit. Et c'est difficile. Par exemple, moi j'ai eu à venir en secours à des voisines, mais pas ici au Cameroun. Et puis il y a une soeur qui m'a interpellée, dit ne fais pas ça parce que quand tu vas leur donner à manger, si l'enfant a mal,
les parents vont vite s'en prendre à toi parce qu'ils vont dire que c'est chez toi, l'enfant a mangé. Donc malgré toutes ces choses-là, nous devons quand même rester, n'est-ce pas, humains et sensibles. Et le Seigneur qui sait ce que nous sommes en train de faire, que c'est bien, va nous garder de tomber, n'est-ce pas, dans des problèmes alors que nous étions en train d'essayer d'aider. Justement, Karine, avant de me retourner vers Madame Abanga qui est psychologue, j'aimerais savoir, après être restée chez ce cousin dont tu ne te rappelles plus, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que la maman est-elle revenue te chercher? Combien de temps cela a duré? Ça a duré, c'est aux environs de 9 ans que ma maman me récupérait. Parce qu'après ça, elle a su que j'étais là-bas. Elle a essayé d'aller là-bas me prendre. Le papa qui s'est rendu compte est encore venu et il m'a pris pour venir. En ce moment, je suis retournée chez lui. Et il a fallu que je sois vraiment très très malade. Et une personne qui connaissait mon grand-père, père à son âme, un homme vraiment très attentionné. Il avait toujours un œil sur moi parce que nous étions dans la même ville. Donc de temps à autre, mon grand-père envoyait des gens aller voir si elle va bien. Et comme je me retrouvais souvent au marché de la localité, la maison n'était pas loin, donc je traînais dans le marché là. Et ils prenaient des nouvelles au travers des femmes chez qui je venais aider à puiser de l'eau pour qu'elles lavent leurs tomates, leurs condiments. Demander, vous l'avez vue, comment elle va, etc. Donc, c'est comme ça il a su que on ne me voyait plus depuis des jours parce que j'étais gravement malade. Mon papa, il m'a abandonné dans la chambre, personne ne prenait soin de moi. Et j'étais enfermée avec cet enfant mongol. C'était vraiment une expérience très très pénible. Et l'enfant mongol était l'enfant de qui? De la dame? L'enfant de la première fille du monsieur, donc de mon papa. Donc c'est comme ça ma maman a pris cette excuse du fait que je sois gravement malade et que elle est venue vraiment en colère. Le monsieur était obligé de céder. Elle a dit je prends ma fille et je m'en vais avec elle. C'est comme ça elle m'a pris, elle m'a fait sortir de là. D'accord, on reviendra vers toi tout à l'heure, Karine. Le temps pour toi de véritablement sécher tes larmes qui stimulent les miennes. Alors, Madame Abanga, on vient d'écouter le témoignage poignant de Karine. Elle n'était qu'une enfant, 3 ans, maltraitée à tout vent. Comment on fait quand on est enfant pour ne pas succomber peut-être à cette maltraitance? Comment on fait? Puisqu'on est enfant, on n'a pas de force, on n'a pratiquement parfois personne avec nous. C'est émouvant pour moi, c'est la première fois que j'écoute le témoignage de Karine, je l'appelle la reine, c'est une copine, c'est une sœur et tout. Et elle sait que je suis là, donc à tout moment, on peut s'embrasser. Alors maintenant, la question là, elle est un peu difficile, franchement, parce que qu'est-ce qu'un enfant peut faire? Qu'est-ce qu'un enfant doit même faire? Est-ce que c'est à l'enfant de se protéger contre la violence ou c'est à nous de ne pas infliger la violence sur un enfant? Ouais, franchement, moi, je ne sais pas comment répondre à cette question parce que pour moi... Quand on est enfant, c'est plus... on reçoit ça plus difficilement parce que sur le plan psychologique, est-ce qu'il n'y aura pas des répercussions probables? Okay. C'est comme ça la question. Je pense que vous me demandez ce que l'enfant peut faire. Non, au départ, c'était la question, mais là, je la reformule. Ok, merci beaucoup. Franchement, mais voilà Karine, à son âge, quand elle en parle, vous-même, vous voyez. Donc, physiquement, je ne pense plus qu'il y a les liaisons et toutes ces choses-là. Mais psychologiquement, le traumatisme, voilà le mot. Et... soit on n'aime pas appeler ce mot, soit on veut l'ignorer parce que, bon, moi par exemple, j'ai dit, je ne tape pas mon enfant. Et j'ai eu tout un débat sur les réseaux sociaux parce que les gens disent, non, on doit taper, mais je ne tape pas. Et voilà mes enfants jusqu'à aujourd'hui, ils sont ce qu'ils ont. Je suis fière de mes enfants, franchement. Il y a le dernier qui... était comme moi, j'étais à l'enfance, agité et tout, mais j'ai décidé de ne pas utiliser les mêmes méthodes qui ont été utilisées sur moi pour soit gérer ma têtudesse, et voilà le résultat aujourd'hui. Il prend soin de lui, tout ça là, et on était même au marché ensemble ce matin, on est devenus les complices parce que j'ai préféré l'encadrer avec l'amour au lieu qu'avec la peur. Parce que sinon, l'enfant va grandir avec ça. Et souvent, quand un enfant grandit avec la colère, la haine,
ce ne sont pas les choses qu'on veut. Mais voilà les choses que l'enfant va cultiver. Karine a choisi l'autre côté et elle fait ce qu'elle fait parce qu'elle ne veut pas que d'autres enfants... Mais il y a d'autres qui... C'est comme on dit que les... Comment on les appelle en français? Les psychopathes. Les psychopathes. Les psychopathes. Il y en a certaines qui ont aussi été blessées pendant leur enfance et ils ont perdu toute conscience, tout repère. Ils s'en foutent. Donc, ils blessent d'autres. Ils n'ont plus de sensibilité. Oui, ils sont insensibles. Et je pense que quand on ne prend pas conscience de tout ça, on s'en fout. Est-ce que parler des effets comme ça, depuis que vous faites les programmes, ça fait combien des années? Je ne sais pas si avant on en parlait même. Est-ce qu'on en parlait? Surtout qu'on a grandi avec ce contexte, ce culture-là, on ne parlait pas de nos choses. Garder tout cela, oui. Donc... D'accord. En tout cas, on reviendra avec une autre question, Madame Abanga. On rappelle qu'elle est psychothérapeute. Pour ceux qui nous écoutent, si vous avez des préoccupations, ça se passe aussi 199 19 11 62. Nous parlons donc de maltraitance ce matin, l'impact psychologique que cela peut avoir sur la santé des victimes. Alors Karine, toi qui as subi tout cela, je vais dire pendant 6 ans, puisque la maman est venue te chercher à 9 ans. Quand tu es rentrée, est-ce que ta maman a eu d'autres enfants? Oui, bien sûr. Elle a eu déjà ma petite soeur qui était avec elle et 2 autres enfants. Je dois dire que c'est un véritable traumatisme pour l'enfant. Et sur le coup, on ne se rend pas compte. Oui. La personne même ne se rend pas compte. Ce que Marie disait tout à l'heure, on développe beaucoup de haine, beaucoup de colère. Ceux qui m'ont connu dans mon adolescence jusqu'au lycée même savent de quoi je parle. Aujourd'hui, elles sont émerveillées de voir justement que je sois... ma petite soeur me taquine des fois en disant « Heureusement que tu souris maintenant. » Parce que justement, quand je suis revenue auprès de ma maman, j'étais tellement une personne colérique, mon visage était toujours très serré, très serré. On n'arrivait pas à prendre un sourire, mais on ne comprenait pas. Par exemple, ma copine dit que c'est aujourd'hui qu'elle entend parce que je n'en parle. Là, par exemple, c'est vraiment la première fois que j'en parle en public comme ça, mais rares sont les personnes qui, auprès de moi, savent. Même ma maman, je n'ai jamais parlé avec elle. Parce que je voyais ses efforts à justement me recadrer. Elle avait même refusé qu'au niveau de l'école, qu'on me frappe. Elle disait non, laissez-la. Si elle est... Parce que j'étais très brutale, très agitée. Donc maman disait non, s'il y a quelque chose qui ne va pas, dites-moi, convoquez-moi, je saurai comment je vais la recadrer. Ne la frappez plus, ça ne va servir à rien. Donc elle m'a donné beaucoup d'amour et elle a réussi à me recadrer. Même si je n'ai pas discuté de ça avec elle, elle a su que j'ai souffert quelque part et elle a pris l'amour pour me recadrer. Il faut aussi dire la famille. Ma petite soeur, par exemple, elle subissait trop parce qu'elle ne comprenait pas pourquoi j'étais si violente. À moindre discussion entre nous, je battais. Pareil à l'école, on échange 2 mots, je bats parce que j'avais trop de colère. Et c'était dû à ce traumatisme. Donc plus tard, je me suis dit que c'est seulement l'amour qui pouvait guérir ça, sincèrement. Et l'amour, ça se guérit parce que je pense que après tout, on a un Père qui veille sur nous tous. Moi, je parle du Père, c'est de Dieu que je parle. Oui. Qui veille sur nous tous et qui prend soin de chacun d'entre nous. Il a vu mon besoin, il a vu le vide dans mon cœur et il a mis autour de moi des personnes qui m'ont aimé et changé vraiment le cours de ma vie et m'orienter vers la personne que je suis maintenant, c'est-à-dire une personne, certes, qui est traumatisée, mais une personne qui peut aimer et appeler à aimer aussi. Et cet amour, nous tous on en bénéficie, merci Seigneur. Alors, Madame Abanga, Karine a dit un mot qui est très commun, ou alors qui est parfois, qu'on observe chez les victimes. Les victimes n'osent pas parler de leur souffrance. Comment faire? Est-ce que ce serait un moyen, l'un des premiers moyens pour déjà évacuer tout ce qui est dans leur cœur? Vous qui êtes psychothérapeute, quand vous avez une victime comme Karine en face de vous, qu'est-ce que vous faites? Cathy, je vais d'abord vous dire que moi-même je suis victime. Ah là là. Vous avez été maltraitée. Oui, et je vous dis seulement une petite instance. Quand ma maman est aussi partie, mon père s'est remarié et je suis restée avec mon petit frère chez mon papa. Et sa femme, elle ne nous aimait pas. Et elle nous a enfermés dans notre chambre. Donc on a passé 2 ans presque enfermés dans la chambre. Ça veut dire qu'on sortait seulement pour aller aux toilettes ou bien quand on allait à l'école parce qu'on faisait le boarding school. Donc
Imagine, moi, je sautais la barrière pour aller prendre la nourriture, pour aller chercher le réchaud. Je préparais dans notre chambre. On mangeait presque seulement le riz, peut-être 3 fois par semaine, les choses comme ça. Donc, ça nous a tellement traumatisés. Et mon petit frère, il est mort avec son histoire. Et ça lui a causé beaucoup de dégâts. Moi aussi, et tout cela. Mais quand je me suis rendu compte que j'avais une voix et que je pouvais l'utiliser, j'ai commencé à utiliser ma voix. Et plus j'en parlais, plus je reprenais mon pouvoir et le courage, et je me sentais libérée, et je commençais à avoir le feedback. Donc avant de devenir psychothérapeute, je suis avocate de profession. Et moi, c'était pour travailler avec les gens victimes de toutes ces violences et des abus et de ça. Donc c'est même à travers mon travail qu'on s'est connus avec Karine. Donc je vais toujours encourager les gens, et les victimes et les survivants et tout le monde, de parler. Parce que quand on reste tranquille, on laisse le pouvoir à la personne de continuer à nous intimider, à nous faire mal, et de même continuer à faire mal à d'autres personnes, à d'autres enfants. Je pense que mon papa, il est encore vivant aujourd'hui. On n'a jamais aussi en parlé comme Karine, mais il sait, parce qu'il a vu tout ce que, et il voit tout ce que je fais, et il me soutient même aujourd'hui. Il sait qu'il y a vraiment eu un dérapage. Il y a vraiment eu un dérapage, et il essaye de se rattraper en me laissant tranquille, par exemple. Au départ, quand je commençais à être trop... Parce que moi, je parle beaucoup, je fais beaucoup de choses. Il dit, mais est-ce que tu dois faire comme ça? Est-ce que tu... Je lui dis, stop. Ah oui, stop. Oui, parce que c'est moi qui a traversé tout cela. C'est moi qui connais l'effet psychologique, parce que moi-même, je vis avec une... on appelle une ça quoi? Douleur, oui, post-traumatic stress disorder. Pas seulement une douleur, mais une forme de maladie mentale. Le post-traumatisme. Tellement de traumatisme dans ma vie. Et je connais mon petit frère, ce qu'il est devenu. On n'était pas né comme ça. Donc, tu vois, on peut ignorer l'effet psychologique, mais plus on ignore quelque chose, plus ça prend de l'ampleur. Et plus ça affecte notre comportement. Tu vois comment Karine est devenue... Moi, au contraire, je suis devenue une caricatrice, par exemple. Je masquais tout cela avec de l'humeur, des histoires. Tout ce qui pouvait me faire oublier chez mon papa. Par exemple, quand j'étais à l'école, c'était mon meilleur moment. Ouais. Quand il est temps de rentrer pendant les vacances, peut-être après 3 mois, mais les gens sont contents, moi je suis triste. Parce que je savais ce qui m'attendait là-bas, mais je ne parlais à personne, parce que qui allait me croire que chez ton papa, un directeur régional d'une société pétrolière, on vous enferme dans la chambre? Quelle honte, n'est-ce pas? Mais bon, aujourd'hui, j'en parle, et puis bon, je me rends compte que, donc j'encourage mes enfants, même ce matin, tout le temps, on s'assoit, on parle de tout et de rien. C'est très important. C'est très important. Nous parlons donc de maltraitance dans cette émission. On va également aller écouter une autre victime de maltraitance. Ce n'est pas pour rendre l'émission triste, c'est juste pour essayer de prendre différents exemples afin que, à la fin de cette émission, toute personne qui se trouve en situation de maltraitance puisse savoir par quel mécanisme les autres ont pu s'en sortir. Et d'ailleurs, nous bénéficions de la présence d'une psychothérapeute, Madame Abanga. Si vous avez vos questions, vous pouvez les poser. Mais d'abord, on va prendre cet élément et revenir pour la suite. Alors que je n'avais que 6 ans, je suis allée vivre avec ma tante selon sa sollicitation. Et je suis partie de chez elle à l'âge de 17 ans, alors que je venais d'obtenir mon CAP. Et entre-temps, je subissais des maltraitances. Ma tante, alors que je n'avais pas encore 13 ans, me donnait ses garnitures de laver, sans toutefois au préalable enlever le premier sang. C'est-à-dire, dès qu'elle enlevait ses garnitures, elle mettait dans un seau et me les donnait de laver. Il y avait des fois, quand elle allait prendre son bain derrière, elle me demandait de l'accompagner. Et là-bas, elle déféquait dans le seau. Elle me donnait ses sels d'aller verser. Quand j'ai eu mes premières règles, elle m'a donné une aiguille et elle m'a conduit derrière la maison, au niveau de la poubelle,
elle m'a demandé de percer la feuille de Macabo 3 fois dans le but de saigner pendant 3 jours. Malheureusement, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, je saigne pendant 5 jours. Et ma grand-mère également était maladive et est arrivée chez ma tante. Je n'avais toujours pas plus de 13 ans. C'était en 97, autant pour moi. J'avais 12 ans à cette époque. Et maintenant, ma grand-mère, qui était censée être sous sa responsabilité, était plutôt sous ma responsabilité. Petite que j'étais, c'est moi qui lavais ma grand-mère, je lavais ses parties intimes, je lavais ses habits, et lorsqu'il arrivait qu'elle déféquait sur elle, c'est moi qui lavais. Tout était à ma charge. Aujourd'hui, à l'âge de 35 ans, je pense que cela a un impact sur moi parce que je n'arrive pas à me mettre en couple, et toutefois que je suis en couple avec quelqu'un, ça tourne toujours au vinaigre sans qu'il n'y ait eu un souci à l'avance. Sur le plan professionnel, j'ai un très bon métier, mais alors pour faire un travail, la paresse m'emporte et tout, au point de ne pas être concentré dans mon travail. Et sur le plan social, il peut m'arriver d'avoir de très bonnes relations avec des personnes, mais j'ai constaté que lorsque la relation est très bonne, un problème surgit de nulle part et après je suis vue pour la méchante. Pourtant, à 95%, j'ai raison. Alors aujourd'hui, j'aimerais savoir si je me dis que tout ceci a un impact négatif sur moi. Sentez-vous bien. 11h-12h, sentez-vous bien avec Cathy Minza. Et vous écoutez ABK Radio, l'émission c'est Sentez-vous bien, votre magazine de santé tous les samedis à partir de 11h. Nous sommes là et là on vient d'écouter le témoignage d'une auditrice maltraitée dans son enfance. Nous sommes ici en studio avec 2 invités. Nous avons Madame Abanga qui est psychothérapeute et Madame Karine Mouchungam qui est promotrice de l'association Save Child Cameroun qui a été également maltraitée dans son enfance. Alors Madame Abanga, quand vous écoutez cet autre témoignage, comment est-ce qu'on peut faire pour éviter d'être maltraité et d'avoir des séquelles sur beaucoup plus sur le plan psychologique quand on est devenu adulte? Merci Cathy. Dans ce témoignage, d'abord, je constate qu'il n'y avait pas une maltraitance physique en tant que telle. Juste pour revenir, Madame Abanga, elle a oublié cette partie. Okay. Elle dit, une fois sa nourrice a écrasé le piment et elle a ouin sur ses parties intimes. Cette partie-là, je l'ai enlevée parce que j'avais peur qu'elle me choque, mais je suis obligée de le dire pour comprendre qu'il y avait les sévices corporels. Ok. Non, je voulais même dire que même sans sévices corporels, il y avait déjà maltraitance. On ne donne pas les garnitures à un enfant d'aller laver. On ne met pas une grand-mère à la charge d'un enfant, par exemple. Mais ça se passe, et je connais aussi quelqu'un d'autre qui a subi la même chose, franchement. Donc, et c'est ma copine, et je l'ai beaucoup aidée. Donc, à 13 ans, la question, je ne sais pas si tu te rends compte que tu me demandes chaque fois qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas être maltraité. On ne peut rien faire pour ne pas être maltraité. Un enfant ne mérite pas ça. C'est pas normal, c'est inacceptable. Ça, c'est la personne qui maltraite qui doit avoir honte, ce n'est pas l'enfant. Mais malheureusement, l'enfant garde tout cela. L'enfant pense que ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. C'est pourquoi on me maltraite. Donc, je mérite ça. Je travaille beaucoup avec les enfants, je travaille beaucoup avec les femmes, les gens qui sont abusés. Moi-même, je suis promotrice d'une association aussi pour tout cela. Beaucoup de gens pensent, et moi-même à un moment, je pensais que, mais je ne vaux rien. J'ai dû faire quelque chose pour que la femme de mon père me déteste, ou bien déteste mon petit frère. Pourquoi tu vas détester les enfants
enfants si c'est pas parce que les enfants font quelque chose. Tu comprends un peu? Donc voilà ce que l'enfant met dans la tête. Tu sais que oui. Un enfant, quand on dit à un enfant tu as bien fait, on applaudit. L'enfant fait encore la même chose. L'enfant est content et l'enfant vient toujours vers toi pour que tu applaudis et tu dis ah, félicitations. Si l'enfant ne fait pas quelque chose, si l'enfant fait quelque chose dont tu n'es pas fier, tu dis shame. Tu insultes, oui. Oh, mais l'enfant devient triste. Et soit l'enfant évite de faire la même chose, soit l'enfant continue à faire parce que l'enfant se dit ah, je m'en fous. Mais maintenant, voilà comment le cerveau enregistre ça. Voilà, personne ne t'aime. Hein? Personne t'aime. On n'a pas besoin de toi sur cette terre. On s'en fout de toi. Alors toi-même, tu commences à prendre du recul. Tu commences à te renfermer en toi. Et quand tu grandis maintenant, par exemple, la dame, tu veux te mettre en couple, tu vas avoir une relation. Mais est-ce que tu connais comment avoir une relation? Tu as appris ça où? Parce que même avec ta nourrice ou bien ton parent, il n'y avait vraiment pas de relation. C'était la peur, on se cache, ou bien dès qu'on se voit, on va seulement nous donner du travail, nous taper, tout cela. Donc même quand quelqu'un qui veut vraiment t'aimer ou bien qui t'aime, mais tu ne peux pas croire parce que tu ne connais même pas la différence et le cerveau est déjà tellement perturbé, ça ne fonctionne plus comme le cerveau de quelqu'un qui n'a pas eu ces maltraitances-là. Donc, on doit vraiment se faire suivre. Par exemple, on peut consulter un psychothérapeute, on peut voir un psychologue, on peut même voir un psychiatre, on peut aller voir le prêtre, le pasteur, tout ça. Mais on va en venir. Est-ce que les gens sont prêts à écouter ces enfants? Parce qu'on grandit aussi avec cette notion-là que l'enfant est à voir et non à écouter. On dit ça en anglais, a child should be seen and not heard. Donc tais-toi. Tu as entendu ça quand tu grandissais? On te disait pas tais-toi? Ah si, bien sûr. Ça sort très vite. Hein. Dès que tu ouvres la bouche, on dit tais-toi. D'accord. Alors, Karine, tout à l'heure, là, on a écouté également le témoignage d'une autre auditrice. Quel sentiment quand tu l'as écouté? Je comprends très bien ce qu'elle dit, hein, les difficultés pour se mettre en couple, c'est terrible. Et Marie l'a si bien dit, quand on n'a pas eu de relation dans l'enfance, c'est pas quand on est grand qu'on va apprendre à avoir une relation, vous comprenez? C'est vraiment difficile et la plupart d'entre nous, on a eu beaucoup d'échecs. Je souhaite que elle puisse, n'est-ce pas, rencontrer quelqu'un qui va l'aimer assez et qui va faire passer ce cauchemar qu'elle a vécu. Dans mon cas, j'ai eu droit à un premier divorce parce que justement, je savais pas comment tenir une relation. Après, maintenant, je vis une relation très, 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 très stable. Je suis très, très heureuse avec mon époux. Et parce que c'est quelqu'un qui a compris, n'est-ce pas, j'ai pu déjà lui parler de ce que j'ai vécu. Et il a compris qu'il fallait qu'il me guérisse en me faisant comprendre que j'ai de la valeur. Parce que l'une des choses, c'est qu'on a souvent l'impression que c'est notre faute, quoi. On se dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Peut-être je suis bizarre, c'est pourquoi les choses m'arrivent comme ça. Donc quand on arrive à trouver une personne qui vous redonne de la valeur, qui vous donne d'avoir confiance en vous, qui vous redonne confiance en vous, là vous pouvez, n'est-ce pas, vivre réellement une relation et savoir ce que c'est qu'une relation. Mais je veux apprécier avant même cette relation les parents autour de nous. Ma maman a pu établir une relation avec l'importance d'échanger avec les enfants, de les laisser s'exprimer. Une fois, j'ai eu le plaisir, n'est-ce pas, de recevoir ma soeur Marie pour une causerie organisée par Save Child sur l'importance d'écouter les enfants. Parce qu'on sensibilise exactement les parents dans ce sens-là. Laissez vos enfants parler, prenez du temps pour écouter vos enfants. Vous allez découvrir certaines choses et vous allez les aider à guérir pour que, devenant adultes, ils ne soient pas de l'autre côté, comme disait Marie. Aujourd'hui, on a la chance, grâce à Dieu, d'être du côté qui est guéri, malgré la présence du traumatisme, et qui peut sensibiliser les autres. Mais il y a certains qui ne sont pas guéris.
Il y a une grande partie qui n'est pas guérie et qui continue à blesser également et qui continue à souffrir. Donc, si on peut gérer ça, ce n'est pas la faute aux enfants. Vraiment, le problème, c'est sensibiliser les grandes personnes par rapport à la façon dont ils doivent prendre soin de leurs enfants ou des enfants qui sont à leur charge. C'est notre responsabilité. L'enfant, enfin, il ne demande pas à venir, mais on doit prendre soin de lui. Si on vous confie un enfant, si c'est l'enfant de votre soeur, si vous ne voulez pas prendre soin de l'enfant, remettez l'enfant à votre soeur. Ne prenez pas l'enfant pour faire de l'enfant un esclave ou bien laissez l'enfant être abusé par votre époux, votre conjoint. Rendez cet enfant ou laissez qu'on mette même l'enfant dans un orphelinat. Encore que dans les orphelinats aussi, on trouve des abus. Mais je veux dire que si vous êtes un adulte qui n'est pas capable de prendre soin d'un enfant, déchargez-vous. Confiez, allez, dites ou bien demandez de l'aide si vous-même vous souffrez quelque part d'un traumatisme ou d'une maladie mentale qui vous amène à abuser aussi des enfants. Demandez de l'aide qu'on vous aide et pour que vous puissiez bien prendre soin de vos enfants. Aujourd'hui, avec mes enfants, ça va très bien. C'est-à-dire, on cause de tout et de rien. Il y a Zoé qui a dit l'autre jour avec sa copine, Zoé, c'est ma part de star. Elle me dit, maman, il y a un de ses amis qui lui a raconté quelque chose et puis elle est venue me dire, elle retourne dire à son ami, après discussion avec ma maman, elle a dit voici ce qu'elle a pensé. Son ami dit, hé Zoé, tout tu racontes toi à ta maman. Elle lui dit, mais c'est ma copine, non? Je raconte tout. Donc, créez ce genre de relation avec les enfants pour qu'ils vous racontent tout. Voilà. Qu'ils vous racontent tout, ça va les aider eux-mêmes, ça va les mettre aussi en confiance. Ce n'est pas toujours frapper, ce n'est pas toujours punir, mais une relation. Tisser les relations avec votre enfant, ça va améliorer même les enfants qui sont en votre charge. Moi, je n'ai pas que mes enfants, j'ai d'autres enfants qui sont avec moi et je leur dis toujours, je vous prends comme si vous étiez sortis de mes entrailles. Donc, je vais vous donner l'éducation qui demain va vous permettre à la société d'être fière de vous. D'accord. Ça, c'est un message fort. Si seulement ceux qui maltraitent les enfants pouvaient le savoir. Alors, Madame Abanga, on rappelle bel et bien que nous parlons là de maltraitance. On a beaucoup parlé des enfants. Il y a également des personnes qui maltraitent ces personnes du troisième âge, oubliant que cela peut également entraîner de graves traumatismes physiques et même avoir des conséquences psychologiques à long terme. On se dit que quand quelqu'un est déjà à un certain âge, on voit des grands-parents abandonnés à eux-mêmes. C'est pas parce que peut-être on est déjà âgé qu'on mérite d'être maltraité. Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces personnes du troisième âge si vous partez récupérer votre grand-père qui vous raconte qu'il a été maltraité? Comment est-ce qu'on peut le suivre pour qu'il puisse oublier ces mauvais souvenirs? D'abord, franchement, Cathy, pour moi, maltraiter une personne du troisième âge, c'est s'amener une malédiction qui n'a pas de nom. C'est qu'on appelle karma. C'est vrai, vous pouvez penser que non, je vis bien, je m'en fous, mais non. Et maintenant, ces personnes-là, ils sont déjà en train de partir. Qu'est-ce qu'on peut faire? On ne peut que les aimer. L'amour guérit. Moi, je me dis que je suis amour aujourd'hui. Karine, elle vous a parlé comment sa maman. C'est la même chose comme pour les enfants, comme pour ces personnes de troisième âge. Pourquoi? Parce que le cerveau pour un enfant, ça grandit encore. Pour un adulte, ça se redresse. C'est comme quand la perfusion finit déjà, les gouttes tombent maintenant doucement. Donc à troisième âge, le cerveau ne peut plus réfléchir comme ce que ça retient, c'est ce qui fait mal, douloureux, parce que c'est ça qui revient. Même nous, on pense plus à ça qu'au bonheur. Donc maintenant, pour qu'il oublie, il faut maintenant ajouter, ça veut dire ajouter la dose d'amour. Donc, grand-père, aujourd'hui, vous connaissez comment les enfants aiment les grands-parents, ou bien ils font pour que les grands-parents soient toujours contents? Non, mais les enfants jouent toujours avec eux. Avec les grands-parents, donc nous, les adultes, on doit jouer avec eux. On ne doit pas se fatiguer. Si quelqu'un dit, mais il m'embête, il ne réfléchit pas, il est là, il veut tellement de choses. Voilà, souvent, c'est qu'on se plaint. Mais puisqu'ils sont en train de partir, moi, non. Même les enfants, c'est 18 ans après l'enfant. Tu peux encore faire quoi avec un enfant quand il a déjà... Même mon fils a 17 ans, moi je parle encore quoi. Même à 16 ans. Donc on n'a pas tout le temps. Si on se rappelait du fait qu'on n'a pas tout le temps avec ces personnes du troisième âge là,
Parce que si on travaillait peut-être dans un hôpital et on nous paye pour s'occuper de ces gens-là, on va le faire par amour du salaire. Mais quand c'est ton propre géniteur ou bien parent, tuteur, franchement pour moi, même si la personne me donne un temps dur, je vais me dire j'apprends, mais je l'aime et je cultive mes bénédictions. Parce que ce que tu fais là, tu vas récolter ça. D'accord. Ce que vous faites, vous allez récolter. On rappelle que nous parlons là des maltraitances et l'impact sur la santé. Et notre psychothérapeute, Madame Amanga, nous a déjà parlé des conséquences physiques et même des conséquences mentales qui peuvent aller jusqu'à l'âge adulte et même jusqu'au 3e âge, parce qu'on n'oublie jamais ce qui s'est passé quand on était enfant. À présent, nous sommes déjà en train d'arriver vers la fin, Madame Amanga. On va essayer ensemble. Vous allez nous dire comment procéder, quel est le mécanisme une fois adulte qu'on peut choisir pour essayer d'évacuer. C'est vrai qu'on a déjà posé la question, mais là, on veut vraiment retenir les éléments clés. Comment procéder? On a des auditeurs qui nous écoutent présentement, qui ont été maltraités dans leur enfance, et c'est généralement quand on est adulte qu'on réalise que j'ai beaucoup souffert. Quel est le parcours de quelqu'un, d'un enfant qui a été maltraité, d'un adulte qui a été maltraité dans son enfance, pour qu'il puisse véritablement être épanoui dans la vie, dans le présent que lui offre la vie? Première chose, reconnaître et même l'écrire. Ce n'était pas ma faute. Ce n'était pas ma faute. On ne se culpabilise pas. La culpabilité, ça te renferme, ça te garde prisonnier. Première chose. Deuxième chose, en parler. En parler. En parler, faites un témoignage, en parler. À qui parler? À tout le monde? Est-ce qu'on peut le dire à tout le monde aussi? Moi, je parle à tout le monde. Oui. Parce que moi, ça m'aide comme ça là. Elle me connaît souvent, elle me dit tu dors pas. Voilà pour moi ma thérapie. Parce que je suis psychothérapeute, je vais aller voir qui, je ne connais pas qui d'autre, voir comme ça. Souvent même avec elle, je parle. Mais si tu n'as pas ce genre de courage-là, mais trouve une personne. Tu ne peux pas manquer. Si tu as un entourage où il n'y a personne à qui tu peux parler de ce genre de choses, ça ne vaut pas la peine d'avoir cet entourage-là. Franchement, ok, parle à Dieu. La prière, c'est vraiment, vraiment important. Pas forcément la prière d'aller dans une église et crier, mettre la tête par terre, tous ces genres de choses-là. Aller dans ton coin, à genoux, bien couché sur le lit, n'importe comment. Laissez tout ce formalisme-là, mais parler avec Dieu comme tu parles avec un papa qui a voyagé, mais qui t'écoute et qui peut te consoler. Moi, j'ai eu des expériences dans ma vie. Franchement, maintenant, là, il n'y a personne qui peut me parler de Dieu ou bien me dire non, il faut suivre ce chemin-là pour l'arriver. Non, je sais qu'il est là. Et il est où? À l'intérieur. Ouais. Mais quand on a traversé autant de traumatismes, on se dit, mais s'il était à l'intérieur et il a laissé que tout cela m'arrive, mais ce n'était pas vous qui avez fait quelque chose. Ça veut dire que dans le cœur de l'autre personne, la personne s'en foutait, la personne l'a remplacé. Vous savez que nous sommes tous libres, non? Tu peux choisir de vivre avec la crainte de Dieu comme tu peux choisir de vivre toi n'importe comment. Donc c'était la personne qui était méchant, qui faisait des choses méchantes, ce n'est pas toi. Donc Dieu est toujours là dans ton cœur. Il faut prier. Maintenant, il faut parler. Et il faut maintenant t'entourer des personnes qui peut te renforcer, te donner le moral, et de près et de loin. Vous n'êtes pas obligé d'avoir 100 amis, 5 amis. C'est pas facile même d'avoir, franchement, les amis, surtout quand on a traversé un moment difficile comme ça là. Donc maintenant, on peut avoir des amis en ligne. On ne suit pas tout le monde, passe pas tout son temps en ligne, mais on peut voir 2-3 personnes qui parlent de choses qui vont nous renforcer, et on peut les contacter, ou bien on peut seulement les suivre comme ça, et petit à petit on commence à mettre en pratique et on va se rendre compte que ça va que de l'avant. Oui, moi je pense que c'est... Voilà, on a compris. Et si vous êtes maltraité, première chose, il faut écrire cela sur du papier. Deuxième chose, il faut en parler. Et troisièmement, il faut prier. Et quatrièmement, avoir des amis avec qui vous allez pouvoir échanger de ce genre de sujet, partager vos expériences de réussite et tout. Alors, Karine, un mot également pour pouvoir s'en sortir. C'est vrai que tu l'as déjà dit, tu l'as souligné. Oui. L'amour. L'amour beaucoup.
beaucoup d'amour, l'amour de ceux qui sont autour de toi. Et j'ai dit que cet amour se manifeste d'abord parce que Dieu t'aime. Donc, moi, mon expérience personnelle, j'avais beaucoup d'amis autour de moi, j'avais beaucoup de gens, mais je sentais toujours quelque chose qui me manquait. Lorsque j'ai fait cette rencontre qui est avec mon Créateur, mon Dieu, il ne s'agit pas d'une église ou d'une religion, il s'agit d'une relation qui s'est rétablie avec mon Créateur. Donc quand j'ai eu cette relation rétablie, j'ai gagné en confiance et j'ai pu apprécier maintenant, même si c'était un peu d'amis, le peu d'amis étaient des amis de qualité qui étaient autour de moi et qui sont encore là. La présence de mon époux, la présence de ma maman, ma famille, toutes ces personnes-là, mes enfants aujourd'hui, la forme que j'ai utilisée pour guérir, c'est aimer également les gens, aller vers ces personnes qui souffrent aussi, et d'où l'association Save a Child Cameroun, sauver un enfant. Je pars dans le but de sauver un enfant de cet enfer dans lequel les adultes les mettent avec la maltraitance. Donc j'ai trouvé également ce moyen de sensibiliser et d'aller à la rencontre des autres enfants pour établir de réelles relations avec eux. Merci beaucoup, c'est terminé pour cette émission. On parlait donc de maltraitance et nous avions comme invité Karine Mouchingam, qui est promotrice de l'association Save a Child Cameroun. Également Madame Abanga, voilà, j'y arrive, Marie, qui reviendra sans doute dans cette émission à plusieurs autres émissions, et qui est psychothérapeute. Moi, Karine, vous voulez dire quelque chose? Oui, j'ai oublié. Il y a mon voisin qui vous écoute et qui m'écoute chaque fois. Robert, bonjour. Il m'a dit, je me dis jamais bonjour. Bonjour Robert, je suis sûr qu'il est à l'écoute. Bonjour Robert, on aimerait te voir également Robert, pourquoi pas. Merci beaucoup Karine, merci, en tout cas c'est ta maison, tu y reviens quand tu veux, et merci également à Madame Amanga Marie pour toutes ces informations qui, je l'espère, vont vous permettre à vous qui avez été maltraités de pouvoir vivre épanoui, et pour tous ces enfants qu'on maltraite, bien vouloir voler à leur secours si un jour vous êtes face à un enfant qui souffre ou qui est victime de maltraitance. On va donc se dire au revoir. Je vais vous souhaiter bon week-end les dames. Bon week-end Franck, Cathy, bon à la prochaine. Voilà, samedi prochain on reviendra avec un autre sujet. Je vous souhaite également à vous un excellent week-end. Au revoir, je suis Cathy Minta.